Bonjour et bienvenue à Attaque de Pod dans votre clubhouse pendant ces 6 nations. Et dis donc, on a plein de choses à se dire aujourd'hui parce qu'on a passé un très très bon samedi avec ce match, ce fantastique match équipe de France Pays de Galles. Moi, c'est TK. Je suis ancien joueur de foot américain à la base, parce que je suis américain à la base aussi, comme vous pouvez peut-être l'entendre. Mais j'ai aussi joué un peu au rugby, dans le corporate, dans le folklore, avec Charlie Bayer. Salut Charlie. Oui, j'ai eu la chance de pousser à ton cul en tant que deuxième ligne quand tu étais pilier, et moi j'ai un petit peu continué quand toi tu as arrêté, et je suis content de t'avoir retrouvé pour ce podcast, mais on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, exactement. Nous sommes vraiment contents d'avoir Théo de Saint-Rémy avec nous. Théo qui a quand même joué au Metro Racing dans les années 2000. Salut Théo. Salut les gars, très content de vous retrouver, surtout après un week-end pareil. C'est vrai que le Metro Racing pour moi c'est loin, mais quand je vois des matchs comme ce week-end, en particulier celui de l'équipe de France, j'ai l'impression d'être encore sur le pré. Enfin, je revis. Voilà. Exact. Donc on est là avec vous, nos chers écouteurs, on aime bien dire, pour parler de rugby, de ce super match. On va attaquer ça et tous les matchs de 6 nations. Avant, Théo, quand même, j'aimerais bien que tu m'expliques un truc dans le rugby. C'est quand même un sport, là, on voit des matchs entre adultes, entre professionnels. Et pourquoi dans le rugby, dans ce jeu qui est basé par rapport au respect, les deux hommes adultes sont incapables de se donner le ballon l'un à l'autre et ça part presque en bagarre chaque fois où il faut que le ballon passe à une équipe à l'autre. Ouais, c'est vrai que c'est une petite spécialité du rugby. C'est pas le seul sport, hein. Il y a d'autres sports dans lesquels il y a des bagarres qui éclatent régulièrement. Je pense pour nos amis nord-américains, le hockey sur glace normalement est un sport dans lequel il y avait aussi pas mal de bagarres historiquement. Et c'est vrai que je pense que c'est le propre de ces sports dans lesquels on flirte vraiment avec la limite, puisque la règle permet d'aller quand même très très loin dans l'agressivité. Et donc tout simplement, les humains sont pas des machines et de temps en temps ils n'arrivent pas à canaliser ce trop plein d'agressivité parce que la règle permet d'être à la frontière extrême. Voilà, on n'est pas dans un match de boxe, on n'a pas le droit de taper sur les autres, mais on a quand même le droit de mettre toute son énergie pour leur rentrer dedans. C'est compliqué après parfois de se retenir, et en plus il y a la dimension collective. Mettez tout ça dans une grande marmite qui s'appelle par exemple le Stade de France ou la limite de la règle en fait. Voilà. Je pense que il y a quelques sports particuliers comme ça, le rugby en fait partie. Nous en foot américain, on a tendance de donner le ballon à l'arbitre et c'est lui qui fait son truc avec. Et là, je trouve ça assez marrant que par exemple Ntamak, ça partit presque en bagarre en fait. Oui, pour conserver son ballon. Les Américains sont disciplinés. On aime bien les règles. C'est vrai. Daniel Herrero disait un truc formidable par rapport à ça. Il disait que le rugby c'est quand même de la violence légiférée. C'est-à-dire que non mais c'est ça. C'est qu'on a un prisme dans lequel on a le droit de se foutre un peu sur la gueule. Mais on doit quand même respecter les règles du foutage sur la gueule. C'est un peu ça qui nous plaît quand même, soyons honnêtes. Bon, on parlait un petit peu des choses américaines. Il y avait quand même, je voulais dire, bravo à Bastero qui a pu marquer son premier essai la semaine dernière. Donc ça, c'est très bien. Je suis content. Et l'autre semaine, on a parlé des différents noms des équipes de Major League Rugby. Donc on a dit que, par exemple, Old Glory de Washington DC, c'est le nom du drapeau, de premier drapeau américain. Et on avait dit que les Free Jacks, c'était c'est-à-dire on est libéré des Anglais, de Union Jack, mais en fait, il y a une nouvelle équipe qui a un nom différent, c'est des Austin Gilgronis. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Gilgronis? Là, tu vas trop loin. Là. J'ai cru que tu avais régurgité à l'instant. Je n'ai pas compris exactement. Gilgronis. En fait, c'est un truc de dingue. Écoute ça, c'est un truc de dingue parce qu'en fait, Gilgronis, c'est pas un mot, c'est un truc inventé et c'est un nom inventé. Ça ressemble à un truc inventé. Hein, et c'est un nom d'un cocktail qui n'existe pas encore, qui en fait ils vont nous dire, je sais pas quand, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, là peut-être la fin de saison, qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans un Gilgronis. En fait, Gilgronis, c'est juste un coup de pub, en fait, où tout le nom de l'équipe était changé des Elite ou de Herd, et maintenant c'est des Gilgronis et personne ne sait ce que ça veut dire. Donc je trouve ça assez marrant. Alors deux choses. D'une, c'est que le nom d'un cocktail, ça m'intéresse. De deux, le fait de faire un truc marketing d'un truc sportif, c'est typiquement américain. Voilà. C'est vrai. On est quand même dans le dérapage typique du branding sur le sport. Hein. Voilà. Je vais faire un teasing avec un truc qui n'existe pas encore, mais dont je donne le nom à un truc qui existe pour créer du teasing, que les gens se demandent ce que c'est, et comme ça je ferai de la pub from behind au moment où ça sort. Non.
j'ai déjà dit, les foufous du sport business, on se calme. Voilà. Allez, on retourne un peu sur le terrain français. Alors, juste avant d'attaquer les 6 nations, j'avais quand même quelque chose. Il y avait quelque chose avec le Stade français cette semaine où ils portaient tous une barbe. Et comme on sait bien qu'on s'intéresse beaucoup dans les barbes. Alors, Charlie, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'était? Oui, en effet, sur cette photo qui sortait, donc oui, il y a eu tous les mecs, tous les joueurs du Stade français qui avaient sorti cette petite photo des vestiaires avec la barbe rousse. Ce qui était vraiment beau, c'était qu'à la fois, en fait, c'était un hommage pour Rémi Bonfils qui a eu la chance d'avoir les honneurs d'un départ du Stade français que d'autres n'ont pas eu. Bon, lui, il a eu pour celui-là, c'est très bien, c'est tant mieux, on rend hommage aux anciens qui partent. Rémi Bonfils a dû partir pour des commotions cérébrales répétées. C'est un peu dur parce que c'est un joueur jeune qui doit se barrer un peu tôt pour des raisons de santé. Ça soulève plusieurs questions, à la fois celle des problèmes à la tête qui vont arriver. Mais en même temps, moi ce que j'ai trouvé beau, c'est que sur ce match contre La Rochelle, c'est que Rémi Bonfils est sorti en premier des vestiaires en leadant un peu cette équipe pour laquelle il a beaucoup compté. Il est sorti, à sa sortie, tous les joueurs l'ont checké, franchement, c'était vraiment beau, quoi. Parce que ce mec-là, en tant que supporter du Stade français, on l'a beaucoup respecté. Lui avoir rendu un vrai hommage alors qu'il ne jouait plus, franchement, j'ai trouvé ça très fort et très beau. Je pense que sur cette histoire-là, qui est effectivement assez emblématique de l'esprit fraternel qu'il y a dans les équipes et qui doit demeurer, y compris dans les équipes professionnelles. Et d'ailleurs, on voit que quand ça marche plus, les équipes ne tournent pas, on le voit très bien. Et là, le petit renouveau du Stade français récemment, qui est lié au retour de Thomas Lombard aux manettes, qui joue sur les valeurs anciennes du club, etc., fait que ce genre on va dire, de petit événement redevient naturel. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que Rémi Bonfils, c'est un gars qui a fait une carrière quand même étonnante, avec un gabarit qui n'est pas fait pour le rugby, pas du tout imposant physiquement. Moi, je le connais bien parce que quand j'ai fini ma carrière au PUC, il était dans les jeunes du PUC et c'était un garçon qui n'était pas plus impressionnant que les autres. Par contre, il était extrêmement accrocheur et il avait vraiment un super sens de la trajectoire. Il jouait toujours dans les intervalles, il bonifiait les ballons et c'est comme ça qu'il a joué toute sa carrière. Donc, je ne suis pas surpris qu'avec ce qui est devenu le rugby du point de vue des impacts physiques aujourd'hui, il soit obligé de passer la main. Que ça se termine avec 15 barbes rousses dans le vestiaire, moi je trouve que c'est un super clin d'œil. Voilà, c'est un super clin d'œil et c'est réussi. Donc merci à Stade Français pour cette belle image et aussi merci à Rémi pour son temps mais aussi merci à un joueur qui est capable de dire que c'est l'heure et sans prendre des dégâts très importants. Et puis on le reverra, Rémi Bonfils, c'est un garçon très intelligent. Je suis persuadé qu'on le reverra sur les bancs. Écoute, je vois en bas de chez moi pas plus tard qu'hier parce qu'il est du quartier, il promène son chien. Ah bah tiens, la prochaine fois que tu le vois, tu l'invites au pacte pote. Peut-être on peut en parler. Hein. Ok les gars, quand même, on a pas mal de choses à se dire pour ces 6 nations. Est-ce que vous êtes prêts? On est chaud. Oui. Allez, on y va. Pacte pote, terrain 10. Allez les gars, on a trop de choses à se dire par rapport à ce super match entre les 15 de France et le Pays de Galles à Cardiff. Ce match a démarré très très vite avec notamment 3 points marqués par un monsieur Bigard, je pense qu'on va parler de lui plus tard. Il y avait aussi très vite aussi un essai, le premier essai par notre 15, Boutier, après un chandail de Ntamak, que Halfpenny n'a pas pu gérer. C'est Boutier qui a pu marquer sa première essai avec les Bleus, donc bravo. 7-3. Ntamak marque aussi un penalty 10 minutes plus tard. On a eu un essai refusé, car un petit en avant entre Boutier encore et Vakatawa. Quelle tristesse de refuser cet essai. Putain. Dommage, parce que ça montrait vraiment un très beau attitude de Boutier. Avec, vers le 30 minutes, on a vu un essai de William C, mais vraiment qui a envie, il montrait un envie énorme pendant tout ce match. Aussi sa première avec les 15 de France, donc bravo pour lui. Mais les Gallois restent des Gallois, ils n'étaient pas morts. Ils ont campé dans notre 5 mètres pendant environ 10 à 15 minutes, je pense. On a reçu un carton jaune pour Madrid, mais en défense de folie, on arrive à échapper 17-9 pour la France à la mi-temps. C'était une fin de première mi-temps. Enfin, les copains, putain, mais évidemment, on a tout ce qui fait. C'était une fin de première mi-temps, mais d'assassin. C'est surtout un bras de fer tactique et stratégique engagé par les Gallois et en particulier par leur capitaine Alan Wynne-Jones, qui plusieurs fois, au lieu de prendre les points alors qu'ils sont menés, fait le pari de dire on va à la confrontation parce que on veut pas 3 points, on veut 7 points.
et ils le perdent. Ouais. Et c'est évidemment un détournant du match parce que à ce moment-là, ceux qui sortent complètement gagnants de cette épreuve de force monumentale juste avant la mi-temps, ce sont les Français parce qu'ils n'ont pas pris de points à ce moment-là, alors qu'ils sont en infériorité numérique à ce moment-là. Donc ils sont à 14 contre 15. L'autre dit plusieurs fois « je me sens fort, on y va les copains », il regarde ses potes, ils disent « on y va, on va aller derrière la ligne tous ensemble ». Et en face, c'est les Français qui disent « bah non, vous n'allez pas derrière la ligne tous ensemble, personne n'y va, et on va au vestiaire ». Voilà. Et donc ça, c'est effectivement des moments de tension qui donnent une dramatique aux rencontres qui est particulièrement précieuse au-delà de tous les trucs techniques qu'on peut se dire. Et pour faire une toute petite parenthèse sur les 2 autres matchs du tournoi, du week-end, qui étaient très chiants et dans lesquels il n'y a eu aucune dramatique. Parce que les dés jetés très vite sur le score, enfin sur l'issue de la rencontre, et du coup des matchs un peu ennuyeux, un peu tristounets, contrairement à ce match-là. Coup de bol, c'est tombé côté français, on va dire. Coup de bol, non, c'est plus que du bol, bien sûr, mais par chance pour nous et par bonheur, c'est les Français qui gagnent à la fin, mais c'était surtout une empoignade fantastique du début à la fin, c'est ça qu'on aime. Pour le démarrage de ce deuxième mi-temps, pendant les 5 premières minutes, nous avons vu, même avec une personne de moins, une France assez tranquille. Ils ont pu réussir à monter et gagner des mètres. Mais les Gallois restent quand même des Gallois, c'est-à-dire dangereux. Ils ont pu marquer après un course de leur pilier droite, donc Lewis. Donc d'un coup, le score 17 pour la France, 16 pour le Pays de Galles. Un moment assez difficile pour la France, mais il y a une interception de Ntamak qui nous fait beaucoup de bien. Donc suivi par un autre pénalité, un Ntamak qui reste à 100% pour la journée, 27-16. Mais quand même, les Gallois restent des Gallois, donc dangereux. Toujours campés dans notre 5 mètres, pendant très longtemps, mêlée après mêlée, pendant environ 7 minutes. Finalement, c'est notre numéro 3, Awas, qui prend un carton jaune. Il y a Bamba qui entre. Quelle rentrée! Et voilà, et qui réussit à débloquer la situation avec un super entrée en mêlée. Les Gallois, quand même, restent des Gallois, donc ils marquent un autre essai par Bigard, notamment. Les Français peuvent tuer le match, mais malheureusement, Jalibert rate un pénalité. Les Gallois restent quand même des Gallois, donc dangereux jusqu'à la dernière minute avec un percé de Tompkins. Mais c'est notre capitaine Olivon et Monsieur Chat qui ont pu récupérer le ballon en dernière seconde et ouf, fin du match. Un match intense, une victoire méritée. Et comme il a dit le coach Fabien Galtier à la fin, waouh! C'est d'autant plus mérité et c'est un encore plus grand plaisir pour nous. Qu'il faut replacer ce contexte-là dans le contexte des 2 dernières confrontations face aux Gallois. Le tournoi l'année dernière où on menait 16-0 avant de perdre en faisant n'importe quoi en deuxième mi-temps. Le quart de finale de Coupe du Monde où on avait complètement la main sur le match et où on ne va pas revenir sur le coup de coude magique qui fait que tout le monde sort du match et que c'est les Gallois qui se retrouvent en demi. Donc, on a un passif quand on arrive sur ce match-là qui est les 2 derniers matchs, on vous a assez fortement dominé pendant 30, 40, 50 minutes et puis on a perdu à la fin comme des cons. Et en plus, sur ce qui se déroule ce samedi, on a un arbitre qui arbitre maison comme jamais. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être en Fédéral 3 avec les mecs qui gueulent « on sait où est ta bagnole, l'arbitre » dans la tribune, quoi. C'est-à-dire que dès le début, c'est n'importe quoi. T'as Faletao qui est couché au sol, non sifflé, en train de triturer le ballon chez nous. Il nous refuse un essai qui, bon, allez, on va dire ok, il le refuse, il y a 1 millimètre d'en avant, c'est accordé 9 fois sur 10. Et si c'est dans l'autre sens, il y a essai, je te le dis. Pardon, je t'interromps là-dessus, mais sur cet essai qui est refusé, j'ai sauté de ma chaise. C'était un essai en plus, hein, mais c'est parti de la gauche du terrain sur la droite du terrain. C'est magnifique. Ça s'est fini sur un petit coup de pied à suivre, Ficou qui aplatit. Franchement, avoir refusé cet essai, c'est avoir refusé un monument de rugby. Pardon, mais le French Flair était de retour. C'était incroyable. Ce truc-là, il y avait une confiance. Franchement, c'était top. Après, donc, ce qui fait basculer ce match, parmi toutes les petites choses, c'est clairement quand même la tranquillité avec laquelle les Français gèrent ce match, et notamment à la charnière, ce qui est incroyable pour des gamins de cet âge-là. Donc on continue, et on voit par rapport, quand on regarde les autres matchs du week-end, malgré tout, Ntamak qui enquille tous les points au pied, moi je le dis à chaque fois, mais c'est tellement important. Tu fais un essai, une pénalité, t'es à 10, tu rates les 2 coups de pied, t'es à 5. On le voit aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne sais pas quelle soupe il avait mangé, ce pauvre Sexton. Je ne sais pas si vous avez vu les 2 transformations qu'il met, mais je pense que je fais mieux. Ouais. Il les rate, on dirait qu'il tue des taupes. Mais ça ne lui est jamais arrivé de toute sa vie. C'est complètement dingue. Et bien ça,
ça te flingue la confiance d'une équipe. Et à l'inverse, ça te met... Il y a un deuxième ligne qui dit qu'il fait mieux au pied. Là, Sexton, franchement, si vous n'avez pas vu le match Irlande-Angleterre, je dis souvent que c'est des super matchs à regarder et tout ça, celui-là était nul. Il y a un truc à regarder, c'est les 2 transformations, une pénalité, je crois, et une transformation d'essai de Sexton. Ça passe à 4 mètres de haut et à 5 mètres à côté des poteaux, les deux. Je pense qu'il n'a jamais tapé 2 coups de pied aussi moches de toute sa vie. Donc, ce sont des petites choses, mais ça met une équipe en confiance, qui est celle de l'adversaire. Et quand tu vois Lowe's et Youngs qui sortent à la peut-être 55e, il n'y a que 12 points d'avance, ils mènent 17-5. Je suis désolé, en rugby, c'est pas gagné. Les mecs, ils ont la banane, ils se tiennent par les épaules comme si c'était fini. Pourquoi ? Parce que ils savaient que les Irlandais étaient au fond du sac du point de vue de la confiance du jour J, d'être au rendez-vous ou pas. C'est tout le contraire des Français qui étaient dans un jour exceptionnel. Et on a une charnière et quelques joueurs, des mecs qui se révèlent. Willemse, Leroux, Bamba qui rentre, il défonce les mecs en mêlée alors que juste avant on avait souffert. Et juste après, il fait un plaquage, il se relève, il gratte le ballon. Ils étaient tous là, quoi. À part Teddy Thomas, mais on n'en parle pas trop. Je pense qu'on va en parler de Teddy Thomas. Mais alors, tu as dit plusieurs choses. Moi, il y a une chose qui m'a quand même... au début de ce match, quand même, mine de rien. Au début de ce match, je pense que Alomé Jones, il avait plus de cap que tout le monde. 137. Voilà. Tu as tout à fait raison, Charlie, parce que cette équipe, apparemment, c'était l'équipe le plus capée dans n'importe quelle destination de jamais. Ils avaient 600 caps mon fils me dit, ils avaient 600 caps de plus que la France. Comme quoi, ça fait pas tout. 600 sélections de différence, absolument. Alors, c'était incroyable. On perd 3 mêlées de suite, d'accord ? L'arbitre, on a tous joué, ou on a tous vu jouer, voilà. Quelquefois, l'arbitre n'est pas dedans, voilà. L'arbitre, là, il nous a pas aimé, quoi. Donc, 3 mêlées de suite... C'est pour nous, d'accord, très bien, on prend, il cible à Hawass, bon, d'accord, très bien, on prend, d'accord, très bien, à la fin, il met le jaune à Hawass, d'accord, très bien, on prend, Hawass s'en va, et je vous assure, les amis, moi, à ce moment-là, j'étais vraiment pas serein, parce que dans nos 5 mètres, à ce moment-là du match, franchement, j'étais pas serein, Hawass qui s'en va. Et il y a Bamba qui arrive. C'est énorme. Tu vois que lui. Tu vois la mêlée du haut. Pauvre, il rentre dans la mêlée. Il a défoncé tout le monde. Il a dit bonsoir. C'était incroyable parce que vraiment, c'était un moment en vrai, de jeu. C'était un moment de peur. Voilà, on perd notre pilier qui a fait un super bon match à ce moment-là. Et le remplaçant qui arrive, on a un peu peur pour lui par rapport à la position où on jouait la mêlée à ce moment-là. Et il rentre et il dit bonjour les enfants. Je vous ai manqué ou pas ? C'était beau. Charlie, je pense que nos écouteurs et moi, on te trouve très chaud ce soir quand même. C'est très bien parce qu'on a même pas... Mais c'était un match chaud, pardon. Non, c'est pas grave, c'est très bien. Mais on n'a même pas encore parlé de Leroux et Willemse en détail. Oh mon Dieu, on peut y arriver s'il vous plaît. Ouais, alors c'est vrai que Leroux et Willemse, ils sont dans une forme... je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais étincelante, tous les deux. Willemse, moi, j'étais pas trop fan. Il fait 2 prestations sous le maillot bleu de suite exceptionnelles. En particulier celle contre les Anglais et celle aujourd'hui. L'essai qui marque, il met le 23 sur le derrière, mais comme un junior. C'est honteux, le 23. Gallois, je me rappelle pas son nom, honnêtement. Mais moi, je suis l'entraîneur aussi. Lui, je le fous au frigo pour un moment, parce que t'as Willemse qui arrive lancé dans le petit périmètre et toi, tu l'attends vaguement debout pour essayer de le prendre au niveau des pectoraux. Bah oui, forcément, tu voltiges. Là, voilà. Et donc, essai derrière. Après, ça n'a pas arrêté. Et puis, Leroux, je sais pas, à eux deux, ils sont à quasiment 50 plaquages sur le match. Donc, ma question, c'est où est-ce qu'ils s'arrêtent ? Voilà. Donc là, ça le temps pour tous les mecs qui veulent jouer deuxième ligne, parce que ces deux-là, là, pour l'instant, ils sont indéboulonnables, tels qu'ils sont là. Je pense qu'il y a un autre élément aussi dans ce match que on dirait ça en anglais, c'est un match assez chippy. Donc dans le ssens que il y avait quand même pas mal de petits bagarres. Chippy, c'est un peu envie de se battre. Ça va pas jusqu'au bout, mais ça commence à pousser pas mal. Donc depuis le début avec, je pense, Adams et Teddy Thomas ou Watakawa, ça tchatchait pas mal. À la fin du match aussi, on voit tout le monde qui se tient bien pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est un tricheur. Moi, je pense que ils ont répondu de la plus belle des manières. On sait que le rugby est un sport dans lequel il y a de temps en temps des trop-pleins d'agressivité qui se traduisent
par des petits débordements. Pendant longtemps, il y avait des bagarres générales, c'était même une discipline un peu à part, ça faisait marrer les gens, etc. Aujourd'hui, on est sorti de ces trucs-là, mais il est clair que là, on était sur une revanche. Un match dans le match. Voilà, qui était là, les 2 dernières fois, les mecs, vous nous avez foutu la tête au fond du seau. Et ce coup-là, on est peut-être au Principality Millennium Stadium à Cardiff, machin, les pubs derrière, la mer à côté, tout ça. Mais les tauliers, c'est nous, c'est Ntamak qui a 20 ans et qui vous explique ce que c'est que le rugby. Parce que le mec, il est énorme. Voilà, tout simplement. Et donc, Bigard, il peut s'énerver, il peut lever les bras au ciel toutes les 5 minutes. L'arbitre, il peut essayer de nous faire perdre en nous mettant quand même 2 cartons jaunes dans le match. Le deuxième est très litigieux aussi, celui d'Aldrit, parce qu'il est complètement sur ses appuis. Alors, j'imagine qu'il estime qu'il rentre par le côté. Je vois pas d'autre explication possible. Mais pour moi, le deuxième carton jaune est hyper sévère également. Hyper sévère. Et le seul truc où l'arbitre a été dans notre sens, et je trouve qu'il a eu raison, c'est que Pivac, là, l'entraîneur des Gallois, a dit qu'il devait y avoir carton jaune et essai de pénalité sur l'action de Willem C. Sauf qu'on voit très bien sur cette action qu'il a la tête tournée complètement de l'autre côté du joueur. Donc il voit absolument pas le côté du ballon. Et donc c'est effectivement involontaire. Mais ça m'a surpris, vu la manière dont il a arbitré ce match, qu'il ait accepté ça. Mais je pense que c'est le mec de la vidéo, parce que lui, il n'avait rien vu, qui lui a dit non, c'est involontaire, et il ne pouvait pas le dédire. Mais sinon, il nous l'aurait mise. Hein. Mais mine de rien, leur essai qu'ils mettent où le joueur perd le ballon, là, il a le ballon dans le bras, ça glisse sur son avant-bras le temps qu'il aplatit. C'est limite, c'est très limite. Il peut aussi bien le refuser. Mais pour moi, il n'y est pas, mais il n'y est complètement pas. Enfin, mais Boutier fait une super défense où il tombe avec lui et où il arrache le ballon en tombant. C'est ce que tu dois faire en défendant quand le mec aplatit sur toi. C'est parfait, il fait glisser le ballon. Le mec... S'il le refuse, il n'y a rien à dire. S'il le refuse, il n'y a rien à dire. Voilà, exactement. Absolument. Exactement. S'il le refuse, il n'y a rien à dire. S'il y a les 2 équipes qui disent que l'arbitrage n'était pas génial, peut-être au moins c'était égal. Alors à propos d'arbitre, on a vu, moi j'ai vu sur Irlande-Angleterre, j'étais content de revoir notre petit copain Jaco Pépère. Hein, celui qui nous a fait le coup de coude magique célébré avec les supporters. Je pensais qu'il avait pris un coup de frigo. Celui-là, ça n'aura pas duré longtemps. Merci World Rugby encore. Une autre chose que je pense que nous avons tous marqué, les gars, c'est quand même la touche française était vraiment superbe ce week-end. Alors superbe, peut-être pas, mais en tout cas, c'était sur les 2 premiers matchs, c'était un de nos défauts, clairement. On a remarqué en tout début de match que sur les touches défensives, ça sautait pas. On a laissé les Gallois sauter tranquillement. On les a attendus tranquillement en bas pour les cueillir et on les a pas laissé créer des mauls offensifs et c'était parfait. C'était ça, c'est-à-dire on a su nos défauts, on les a pris en compte, d'accord. Et si on n'est pas si bon en défense, pas de souci, on les attend en bas et putain, ils vont pas construire de mauls et ça a été très bien fait. Sur nos touches offensives, sur les touches qu'on avait pour nous, à chaque fois on a beaucoup ciblé Olivon. Et ma foi, à chaque fois on les avait, c'était très bien. Et juste, moi je voulais revenir sur cet essai de Willem C. Parce qu'au moment où il le met, l'essai de Willem C, ça part de quoi? Ça part d'une touche. Ça part d'une touche et un petit truc remise intérieure et tout pour un mec qui revient. Et au moment où Willem C met cette putain d'essai, t'as Galtier et t'as Ibanez qui se retournent vers Karim Ghezal, qui le prennent dans ses bras, parce que putain, je pense vraiment que cet essai-là, il venait des touches, et je pense que ce Karim Ghezal, il avait des choses à se prouver par rapport aux 2 premiers matchs, et je pense que sur ce match-là, il a, avec ses gros, relevé la tête, il les a emmenés là où il a corrigé ses erreurs et vraiment la touche sur ce match-là, parce que pardon, les Gallois c'est pas des pimpins, on a mieux fait contre les Gallois en touche qu'on a fait contre l'Italie, quoi. Donc vraiment, je pense que Karim Ghezal il a beaucoup apporté à ce groupe et moi j'ai kiffé sur ce petit essai de Willem C, le fait que les head coach aient embrassé le coach qui gère la touche. Ça voulait dire beaucoup. Et ça, moi, ça m'a touché. Ouais, ça m'a touché. C'est un symbole. C'est un symbole, effectivement. Contre les Anglais, ça avait été moyen. Contre les Italiens, encore moins bien. Là, ça a très bien fonctionné. Bon, voilà, ça progresse. Peut-être aussi que les Gallois n'étaient pas dans un très bon jour sur ce plan-là. Moi, j'ai trouvé Jake Ball et Alan Wynne-Jones quand même pas exceptionnels dans leurs prestations. Donc voilà, c'était effectivement le jour de l'alignement tricolore beaucoup plus que celui des Gallois.
En parlant d'un journée pas exceptionnelle, Teddy Thomas, pour lui, c'était pas sa journée non plus. Oui, là, Teddy, c'est compliqué. Alors moi, je fais une toute petite parenthèse. Il s'est fait bâcher sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui l'insultent, etc. Je trouve ça dégueulasse. Donc moi, je veux pas du tout qu'on tombe là-dedans. C'est insupportable de voir ça. C'est les mecs qui ont jamais mis, je le dis souvent, leur cul sur un terrain de rugby qui se permettent d'incendier les mecs qui ont le courage d'y être. Je supporte pas ça. Par contre, on est obligé d'être un peu factuel. Ça fait 2-3 matchs qu'on a des doutes. Et là, sur la défense, Teddy Thomas, c'est juste pas possible, quoi. C'est-à-dire que à plusieurs reprises dans ce match, il y est absolument pas. On manque de se prendre un essai casquette, mais à la 15e, il pousse à moitié le défenseur alors que le mec n'a pas encore le ballon dans les mains. Enfin, c'est complètement improbable. Et puis, à nouveau, plusieurs fois, il y est pas là du tout. On le voit même limite dans ses replacements, c'est-à-dire que même quand il a été pris, on a l'impression qu'il revient pas vite pour essayer de se rattraper. Donc moi, je commence à être assez incrédule par ce choix. Et je pense que là, les coachs ont un gros travail à faire avec lui pour savoir s'il a l'intention de se mettre à niveau des standings internationaux en défense ou pas. Parce que je pense que là, ça suffit. Là, 3 fois de suite, des coups pareils, ça devient trop là. Je te rejoins entièrement sur le fait de, pour moi, insulter un joueur sur les réseaux sociaux, je trouve ça complètement con. C'est plus que con, Charlie. C'est inacceptable. Non, c'est inacceptable. Voilà. Certes, inacceptable. D'accord, j'admets ça. Par contre, le fait de pointer du doigt le fait que c'est quand même super étrange de voir ce genre de défense de la part d'un international dont c'est le métier et dont il machin. C'est-à-dire, charrier, ça me va, insulter, ça me va pas. Mais en tout cas, le fait de pointer du doigt, c'est quand même super étrange. C'est-à-dire, quand à chaque fois en bout de ligne, là, il y a eu 2 fois dans le match, là, en bout de ligne, il va pour récupérer le ballon. Au moment où il doit taper dedans, il va essayer de l'attraper à la main et il fait de la merde. Et 20 minutes plus tard, au moment où il doit essayer de l'attraper à la main, il tape dedans et il fait de la merde. On a l'impression qu'il est en train de jouer en junior avec ses potes. Voilà, ça va pas. Donc moi, je te rejoins, encore une fois, je te rejoins sur le fait qu'il faut insulter les joueurs, c'est complètement con parce qu'il y a des hommes derrière, c'est leur métier, il y a pas mais par contre, pointer du doigt le fait que c'était très étrange de le regarder défendre. Tu vois, c'était quand même, on était un peu mal à l'aise au regarder. Et même offensivement, il fait une passe à un moment vers la 60e dans les chaussettes de je sais plus qui, une passe de maçon, mais catastrophique. Et puis, il n'a pas eu, entre guillemets, les bons rebonds. Alors, effectivement, à un moment, il revient sur Allen Wynne-Jones. Oui. Ok, heureusement que Teddy Thomas court plus vite qu'Allen Wynne-Jones, 35 ans, deuxième ligne. Mais c'est un peu tout ce qu'on a vu, quoi, sur le match. Donc moi, ça m'inquiète. Alors, de toute façon, je pense que le sujet va être rapidement tranché, parce que avec Penaud qui revient, Ficou qui donne satisfaction à l'aile, s'il dispose de Vakatawa Vincent au centre, c'est terminé. Teddy Thomas, c'est retour en ciel et blanc, et ça ira peut-être très bien pour le Racing. Est-ce que c'est notre opportunité de revoir Raka ? Le problème, c'est que Raka n'apporte pas de meilleure garantie, en particulier sur la défense collective. Il a les mêmes défauts que Teddy Thomas. Il était pris dans le dos sur les coups de pied haut à chaque fois, et on voit très bien que dans ce rugby international maintenant, les défenses sont tellement performantes sur l'homme à homme et sur les lignes, que extrêmement souvent, les déclencheurs sont des petits coups de pied au-dessus de la défense qui sont les seuls à pouvoir créer des incertitudes sur des défenses trop métronomiques. Et là-dessus, Raka n'apporte pas du tout les garanties non plus. Donc Teddy Thomas est pas bon là-dessus, mais Raka est, j'ai presque envie de dire, pas meilleur. Il est meilleur sur la défense sur l'homme, mais il n'est pas meilleur sur la défense sur les zones. Non, mais il ne faut pas oublier quand même que Penaud, c'est-à-dire qu'on fait ces 3 victoires en 3 matchs sans Damien Penaud, qui est le meilleur joueur derrière de toute l'équipe, qui est le meilleur. Je veux dire, à la Coupe du Monde, on s'en rappelait, on s'est vu les matchs de préparation, toute la Coupe du Monde, c'est le mec qui a fait des déclencheurs en one-to-one. Donc lui, il va arriver là, j'espère qu'il va pouvoir jouer à Murrayfield et contre l'Irlande à Paris. Attention, la ligne des 3 quarts françaises avec Damien Penaud en plus, c'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux. Alors, on a un peu parlé des 3 quarts. J'ai parlé de la touche un peu tout à l'heure, mais par rapport au point fort de l'équipe de France sur ce match-là, au-delà de tout ce qui nous a galvanisé, bien sûr, moi, il y a aussi une différence. C'est qu'on a pointé sur les 2 dernières fois qu'on a discuté un peu sur le pack de potes, on a quand même pointé 2 grands défauts de l'équipe de France jusqu'à maintenant. C'était la touche et c'était les remplaçants. Contre le Pays de Galles,
les rampes, ils ont été énormes. Les mecs qui sont rentrés, donc on a parlé tout à l'heure sur la mêlée de Mbemba, formidable, mais les mecs qui sont rentrés, ils ont été, on va parler de Kamisha quand même. Le mec, il arrive sur le ruck, il court comme un porc et tout, il plante ses mains. C'est dur de gratter un ruck. Vous irez voir sur la page Facebook du Pack de Potes une petite analyse technique de chat. Vous verrez, je vous laisse aller regarder. Charlie, tu parlais des questions qu'on se posait avant. Il faut aussi se dire, pendant la Coupe du Monde, on se posait la question sur qui est le leader ici dans cette équipe et qui est le coach aussi. C'était un peu, on avait la question aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que les leaders, on les voit partout d'un coup. Que c'est pas juste une seule joueur, ils sont vraiment partout. Et aussi, on peut dire que tiens, on a un coach. Je pense que les joueurs, et pas juste un, mais deux coachs, où les joueurs, ils regardent ces coachs avec du respect, avec de l'écoute. Et j'aimais bien le repense après que un joueur gallois a dit que les Français c'était des tricheurs en gros. Il y avait un super repense de tous les deux, de Fabien Galtier et notre ami Raphaël Ibanez, qui disait attends, vous êtes en train de nous insulter les Français, le rugby français, mais en fait de tous nos peuples, toutes nos nations. J'ai trouvé ça quand même super de leur part. Oui, c'est très bien joué. C'est aussi bien joué que c'était mal joué de le dire avant. C'est-à-dire que c'est intelligemment réagi à un truc très con. Donc quand tu es intelligent face à un con, en général, ça fait mal, quoi. C'est ça le truc. Je pense que nos adversaires de l'Écosse et l'Irlande, je pense qu'ils vont pas te dire trop de choses, je pense, parce que ça fait 2 exemples cette destination où on voit ça nous remonte. Allez les gars, on va parler d'autres matchs rapidement. Il y a eu d'autres matchs. Nous avons aussi, oui, il y avait d'autres matchs aussi. Il y avait quand même, donc cela, ça va être assez vite. Il y avait Italie contre l'Écosse. Charlie, est-ce que tu peux nous parler très rapidement? Parmi les matchs moins intéressants, clairement, l'Italie contre l'Écosse était moins intéressant. C'était clairement le match contre la cuillère de bois. Et il y a eu des choses. Bon, disons que le seul fait de match, c'est que autour de la 22e minute, il y a Hogg qui s'est rappelé au bon souvenir de pourquoi il est capitaine de cette équipe d'Écosse. Il a fait une action de malade, de classe. De classe, voilà. Petite feinte, de passe, slalom, essai, paf, voilà. Merci, Hogg est là, tout va bien. On en avait parlé. On en avait parlé la semaine dernière. En espérant qu'il se rappellerait à notre bon souvenir parce que c'était un des tout meilleurs joueurs du monde il y a quelques temps encore. Et là, en faisant ça devant les caméras, il montre qu'il n'est pas encore complètement pourri. Qu'il n'est pas encore complètement pourri, mais en tout cas, ça n'a pas suffi à nous réveiller un peu de ce match qui était dur parce que c'est vrai, c'était une continuité de ce qu'ont fait l'Italie et l'Écosse depuis le début de ce tournoi. Ce qui est très dur, c'est que c'est à nouveau une défaite à 0 points pour l'Italie. Puisque le score final c'est 17-0, ce qui est un score vraiment pourri. C'est la 25e défaite consécutive pour les Italiens dans le tournoi. Ils n'ont pas gagné depuis mars 2015 et ils n'ont pas gagné à Rome depuis 2013. Donc on ne peut pas se réjouir de ça. C'est vraiment c'est terrible. Moi je pense que heureusement ils ont l'air d'avoir une bonne génération en U20. Peut-être qu'ils vont avoir un renouveau, etc. Ils sont pourtant pas épouvantablement mauvais. Je veux dire, ils ont quelques actions correctes et tout ça, mais ils sont dans une spirale négative dont ils n'arrivent pas à se défaire, quoi. Donc c'est trop dur pour eux. En plus, ils ont en face quand même un Stuart Hogg qui ce jour-là est dans un grand jour, un Amy Swanson, à nouveau homme du match, qui est énorme. Il va falloir se méfier de lui si les Français veulent aller gagner à Murrayfield. C'est loin d'être une formalité, c'est loin d'être fait d'avance. Et je note qu'ils ont quand même un gars, puisque Thierry t'aime bien noter les noms, qui a un nom de film qui s'appelle King Horn. Ça, moi, je pense que quand tu as un nom comme ça, tu peux voyager un peu n'importe où. Il était en Game of Thrones, oui. Donc match un peu à oublier. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, les Écossais se sont refait une petite santé mentale. Ils vont être bien remontés à bloc pour empêcher les Français d'avoir une finale le 14 mars contre les Irlandais pour aller faire le Grand Chelem à domicile. Et ils vont bien essayer de nous pourrir la vie. Et ça va être rendez-vous le 8 mars là-bas. Ça va être un super match. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'était un score de 17-0, mais quand même c'était 5-0 à mi-temps et le deuxième essai, il était à quoi 2-3 minutes avant la fin du match, il me semble. Donc c'était pas un maîtrise totale quand même de non, c'était chiant. Mais ce qui était très marrant, c'est qu'il y avait beaucoup de turnover. Le ballon changeait beaucoup de mains. Il y avait beaucoup de contre-ruck, il y avait beaucoup de machins. Ce qui d'habitude dans un match fait preuve d'un score furieux. Et là, en fait, le ballon n'arrêtait pas de changer de main, mais sans jamais scorer. Donc, c'était vraiment l'Écosse contre l'Italie, quoi. Ouais, sauf
Un des derniers essais, là, qui est celui de Adam Hastings, à nouveau le fils de Gavin Hastings, le fameux arrière des années 90, où il y a effectivement plutôt une belle attaque des Italiens, ça manque de soutien, paf, 3 passes, essai et fin du match. Donc c'est tout le temps des espèces de petites humiliations comme ça. On se demande un peu quand est-ce que les mecs vont faire forfait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça devient infernal. Et non, mais je sais pas, je sais plus comment prendre le truc pour eux, quoi. Mais il y a que les Français, comme vous notez, hein, qui leur laissent marquer des points. Mais la politesse, enfin, mais bien sûr. La politesse. Bien sûr. Donc les Écossais, ils ont fait leur British 17-0. C'est dégueulasse, les potes. C'est pas sympa. Ils ont aucun respect pour rien, ces gens-là. C'est incroyable. Aucun respect. C'est incroyable. Voilà. Ok, nous avons aussi vu un match Angleterre-Irlande. Ce match a commencé comme ça finit. Donc Angleterre, ils étaient dominants dans les airs, ils étaient dominants par terre. Franchement, ils menaçaient depuis les premières 8 minutes. Ils marquent très vite avec un essai opportuniste par Ford, suivi d'un petit boulet de Sexton qui était vraiment pas son journée. Donc 7-0. Sexton, il loupe, comme il a déjà dit Théo, un penalty par loin. C'était un match un peu haché, un peu matraqué. Il y a beaucoup de combats assez costauds. À l'image, il y avait Itoje qui se mêlait avec 2 Irish qui ont carrément enlevé les t-shirts d'un. 24 minutes, on voit copier-coller le même, mais que le premier essai, la même chose, sauf que maintenant c'est Daly qui marque pour l'Angleterre, suivant un coup de pied anglais et une erreur sur la défense irlandaise. Angleterre ajoute 3 points avant la mi-temps, 17-0 pour le mi-temps. Un match dit un peu étrange par les annonceurs à la télé qui disent en fait Irlande, ils n'étaient pas du tout dans leur match, Sexton non plus. Deuxième mi-temps, après 10 minutes et quelques fautes anglaises, Irlande réussit à marquer un essai, suivi par un autre coup de pied loupé par Sexton. Angleterre en maîtrise pendant le reste du match. Après un joli molle, il marque un essai. Angleterre n'était vraiment jamais en difficulté, jamais peur, en maîtrise totale. Irlande, un match complètement surpassé. Ouais, complètement raté. Si on reprend le match en le déroulant à l'envers, on a plutôt une bonne rentrée des remplaçants irlandais, le 19, le 20, qui font des bonnes entrées. Et les Irlandais finissent pas trop mal. Ils remarquent un essai tout à la fin. Donc ils n'ont pas renoncé. Mais ils n'étaient pas là, quoi. Ils étaient complètement à côté de leur pompe. Tu l'as bien dit, je vais pas refaire la liste des événements, mais en particulier, on voit toujours l'importance capitale de ces jeux au pied offensifs, puisque les 2 essais anglais sont sur des petits jeux au pied au-dessus de la défense, avec de l'adresse derrière qui se termine par des essais, les 2 premiers essais. Et le deuxième est consécutif à un très mauvais jeu au pied de sortie de camp de Murray, qui redonne effectivement la balle aux Irlandais. Donc on voit aujourd'hui que tout se tient dans des détails et les joueurs qui sont les stratèges de ces équipes-là, quand ils sont à côté de leur pompe, ce qui était complètement le cas de la charnière aujourd'hui, Murray-Sexton, qui est pourtant une charnière hyper expérimentée, mais je crois qu'en passant au travers d'un match comme ça, ils commencent à montrer aussi que peut-être ils sont trop vieux et qu'il est temps de passer la main. Je suis un peu surpris de la teneur de ce match. Moi, d'habitude, j'adore ces matchs-là et je me suis ennuyé ferme, à part sur quelques gestes. Voilà, il y a eu quelques petites étincelles, mais grosso modo, il n'y a eu aucune dimension dramatique dans ce match qui était d'une intensité... oui, c'était rugueux, mais ça racontait rien. On pouvait partir 5 minutes et revenir, on avait entre guillemets rien raté. Exactement. Moi, j'ai juste noté... qu'il y avait un Sudaf de chaque côté. Parce qu'il y a tu sais Cruyff, chez les Anglais. Tout le temps qu'on a parlé de la deuxième ligne française, je me disais, putain, Théo, il va arriver, il va me parler des Sudaf et tout. Mais évidemment, voilà, oui, la théorie des Sudaf. Il y a Cruyff chez les Anglais et Van der Flyer chez les Irlandais. D'accord. Donc on reparle plus de notre deuxième ligne à nous. D'accord. Non, nous c'est bon, on l'a déjà dit. Il y a quand même un Sudaf qu'on n'attendait pas, qui a été au soutien là ce week-end, Scott Spedding. Je ne sais pas si vous avez suivi les copains sur Twitter ce week-end, mais Scott Spedding, il a été énorme au soutien là des copains. Il y a un mec, je sais plus, il y a un ancien joueur là qui dit Andy Good. Non. Alors, à la base, t'as un mec qui dit, ouais, maybe the grain slam for the French, tu vois. Et Andy Good qui dit, I hope not, tu vois. Et Scott Spedding qui lui dit, ta gueule, tu vois. C'est génial. Ta gueule, Goody. Je le mettrai sur la page Facebook parce qu'effectivement. Ta gueule, Goody. Mais je rappelle que Scott Spedding est d'origine sudaf, mais il a la nationalité française. Hein. Donc, voilà. Bien sûr. Non, mais mais comme beaucoup de sudaf, il s'est adapté il s'est adapté à son environnement. Mais en tout cas, s'il y en avait qui remettaient en
en doute l'idée que des expatriés pouvaient être tellement français, demander à quelqu'un de fermer sa gueule, c'est tellement français. Et Scott Spedding s'est illustré à ce niveau-là. Et Scott, on sait maintenant que tu es un vrai français. Scott, on t'aime. Je vois bien Goody en train de dire, mais ta gueule, ça veut dire quoi, ta gueule? Il va sur Google Translate ta gueule. il a dû chanter le ta gueule, comment c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'était pas le seul du rugby qu'on a eu ce week-end. On a eu quand même les U20 contre le Pays de Galles. Mais ouais, les U20 malheureusement, ils ont pas eu la même réussite que nos seniors, que nos vieux. Ils ont perdu 14-11 contre les Gallois, quoi. Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Mais sur la bonne nouvelle, on a aussi eu nos femmes, donc qu'ils ont quand même gagné 50-0. Oh. Nous allons écouter maintenant Charlie et Alban Borel nous parler de ce match. Et ouais Thierry, puisque les potes du pack n'ont pas de genre, on accueille même chez nous une 3/4 centre, Alban Borel, qui joue au Pink Rocket. Salut Alban. Salut Charlie, ravi d'être parmi vous. Eh ben ravi de t'accueillir. On a. Alors tu nous avais dit la semaine dernière que le Pays de Galles, ce 15 gallois féminin, n'était pas terrible. Ma foi, tu t'es pas trop trompé pour le coup. Ouais, effectivement, on a assisté à une prestation du 15 gallois qui était, on va dire, qui ont été combatives, courageuses, mais effectivement qui finissent avec un score final assez douloureux. Même si je les ai trouvées, on en parlera après, mais je les ai trouvées quand même assez vaillantes sur la première mi-temps. Voilà. Donc, alors, c'était elle qui était vaillante ou c'est le 15 de France qui n'était pas à la hauteur sur cette première mi-temps? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Clairement, la première mi-temps des Françaises est assez pauvre selon moi par rapport à ce qu'on a pu voir sur des précédents matchs. Mais elles n'ont rien lâché. Je trouve que l'esprit globalement de combat des Galloises est assez saluable. Ouais, moi j'ai juste été un peu déçu à la fin, tu sens que les meufs veulent arrêter le calvaire, quoi, parce que elles ont le ballon, elles sont fanny, elles bottent quand même en touche parce que faut qu'elles arrêtent de subir, quoi. Ouais, effectivement. Alors que les Françaises en plus avaient encore envie de jouer, elles ont voulu aller marquer un dernier essai, mais le calvaire, il fallait que le calvaire se termine, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc cette deuxième mi-temps, après, ça s'est passé comment? Les Françaises se sont réveillées ou les Gallois se sont endormis? Ouais, je pense que c'est plutôt un réveil des Françaises. Je pense le réveil, il est arrivé à peu près à la 30e et derrière, sur la deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus simple pour enchaîner, mais il y a eu des belles actions collectives et un peu plus de fluidité dans le jeu, plus de rythme et des actions plus abouties globalement, parce qu'en première mi-temps, on a vu beaucoup de déchets techniques, moi j'ai trouvé. Alors qu'en deuxième mi-temps, vraiment, on avait des très beaux essais, de la variation du jeu. C'était assez varié en plus parce on avait parlé dans les émissions précédentes de la puissance du pack français et là, il y a eu des très beaux essais de 3/4 aussi. Exactement, ouais. Je pense qu'il y a eu un peu plus d'essais de 3/4 sur ce match. C'est pas un concours. Voilà, non, c'est sûr. Donc effectivement, en deuxième mi-temps, il y a eu un réveil assez impressionnant des Françaises qui avaient été un petit peu plus malmenées en première période. On voit plus de variations dans le jeu, du coup des essais de 3/4 comme tu le dis Charlie, et voilà un réveil collectif qui est vraiment saluable, je trouve. Ça fait plaisir de voir autant de beaux essais aussi avec des jeux au pied. Notamment à l'heure de jeu, moi j'avais vu un bel essai de 3/4. Mais parmi tous ces beaux mouvements, est-ce qu'il y a une joueuse toi qui t'a plus tapé dans l'œil qu'une autre ou, parce que bon, alors je vais commencer, pour le coup, je te vais la priorité. Et moi, j'ai vachement aimé le demi de mêlée, Laure Sansu, parce que, elle m'a fait rire. Déjà, elle a mis un doublé, ce qui est vraiment pas mal. Sur son doublé, le premier essai, il était vraiment classique neuf. Ça m'a fait marrer, quoi, sortie de ballon en mêlée, machin. Pareil, sur son deuxième essai, il y a un maul. Encore une fois, bravo les grosses, le maul qui avance bien, un ballon porté. Elle sort petit côté, pareil. Enfin, vraiment classique de la neuf. Et c'est à la reprise de la première mi-temps sur l'essai de Safin Ndiaye, dont on pourra sûrement reparler tout à l'heure. Elle fait juste avant, elle va vraiment, il y a un ballon qui est chié par un bloc d'avant, et elle va vraiment le chercher, mais à la neuf, quoi. Elle met les mains là où les autres veulent pas mettre les pieds, quoi, comme on dit, et j'ai vraiment aimé, quoi. C'était vraiment une pure demi de mêlée. Ouais, je te rejoins sur son profil. C'est vraiment la typique neuf avec un petit peu vicieuse, on va dire, mais positivement. Qui va vraiment chercher tous les ballons, qui saisit les opportunités, les mini-failles de la défense et qui est
aussi très proche de ses avants. Enfin, c'est aussi le rôle du 9. Hein, ouais, mais elle cornaque vraiment, ouais, c'est vrai. Ouais, effectivement, elle leur colle vraiment aux fesses, que ce soit sur sur tous les ballons portés, etc. Et je te rejoins sur le fait qu'elle a un profil qui est vraiment très... À l'ancienne, classique. Voilà, ouais. Très appréciable. Et en plus de ça, elle lead le jeu sans difficulté. Je trouve qu'elle a réussi à prendre la main sur cette équipe alors que c'était pas forcément évident parce qu'elle n'est pas installée, c'est pas une neuf qui est installée dans l'équipe depuis très très longtemps. Il y a Pauline Bourdon aussi qui jouait ce rôle de neuf sur certains matchs dans les années précédentes. Et aujourd'hui, avec la paire justement avec Bourdon, je trouve qu'elles font une paire et une charnière qui est vraiment qui rythme énormément et qui s'entend très très bien. On sent une vraie complicité. Ah, c'est vrai, la charnière avait été un peu marquante. Et il y avait d'autres joueuses, toi, qui l'ont... Alors oui, effectivement, moi j'ai je pense que c'est une joueuse qu'on n'a pas forcément vue, qui n'a pas marqué d'ailleurs. C'est Coraline Bertrand. Je voulais la souligner parce qu'en fait, c'est une joueuse qui vient du 7 et qui a évolué avec l'équipe de France à 7 là, ces mois passés et qui, je trouve, a beaucoup apporté dans le franchissement et le saisir des opportunités, lâcher des ballons juste derrière dans le dos de la défense et vraiment pour continuer à faire avancer la ligne de 3/4. C'est un profil de deuxième centre, donc forcément, j'avoue que je la regarde peut-être un peu plus. Mais vraiment, je trouvais qu'elle a vraiment, à chaque fois, elle a porté le ballon, elle a pris les intervalles et elle a vraiment libéré derrière elle sur des tréboulières, sur des bannets. Et d'ailleurs, Cyrielle Banet, qui, encore une fois, a beaucoup brillé par ses 2 essais sur ce match. Et je pense que c'est aussi une joueuse qu'on peut saluer parce qu'elle a vraiment eu des très belles courses. Voilà, elle a démontré toute sa palette d'élire. On peut la saluer aussi, c'était... j'espère qu'elle en veut pas trop au synthétique parce que sur son premier essai, elle embrasse un peu le sol et je pense qu'elle a maudit le terrain. Mais en tout cas, merci pour ce petit coup de projecteur sur des joueuses qui marquent pas forcément d'essais, comme quoi on peut exister au rugby sans marquer d'essais. Tout à fait. Mais en tout cas, on s'est régalé et comme tu l'avais annoncé, il y a eu une belle démonstration d'essais, 8 essais au total. Est-ce que tu penses que dans 15 jours, face aux Écossaises, ça va être aussi facile? Alors, je pense qu'il y aura un petit peu plus de répondants côté écossais cette fois-ci, même si elles ont perdu tous leurs matchs jusqu'à présent. Elles n'ont pas joué contre l'Italie ce week-end parce que un petit épisode de coronavirus est venu perturber le programme. Mais je pense qu'il y aura un peu plus de répondants. Après, je suis assez confiante dans le fait que les Françaises les mènent à la baguette et nous propose un deuxième festival d'essais. Eh ben, hâte d'être dans 15 jours pour voir ce deuxième festival d'essais français de l'année. Alban, j'étais super content de ce petit débrief avec toi, de parler de rugby féminin ensemble. Et pour nos auditeurs, sachez qu'on aura un petit peu plus de temps pendant cette semaine de trêve du tournoi pour parler plus en profondeur de ces équipes féminines, de ce tournoi féminin et de notre équipe de France. Eh bien, plaisir partagé, Charlie, et j'ai hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler un petit peu plus en détail de ce 15 de France, et puis aussi parler du rugby féminin aujourd'hui en France, les résultats au niveau de l'élite, de l'élite 2, de la Fédérale 1, etc. Il y a pas mal de choses à dire, donc on va pouvoir en parler un peu plus en profondeur. Bah oui, et à propos de ces résultats, félicitations pour ton match de dimanche remporté contre Roy. Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'était une belle victoire. On avait perdu chez nous à l'aller de 2 petits points et c'était un vrai enjeu de gagner ce match avec un gros écart. Donc c'est ce qu'on a fait. Et du coup, j'ai vu ta tronche sur les réseaux sociaux. J'étais ému. Merci. Allez, ciao Alban. À la semaine prochaine. À très vite, Charlie. Merci. Ciao. Ok, merci Charlie et Alban. Théo, tu avais vu un peu d'autres sports ce week-end? Ouais, il y a 2 choses. La dernière fois, on a parlé un peu d'Armand Duplantis qui nous avait énervé à nous piquer le record du monde avec un nom français en loose day. J'ai fait ma petite enquête. Alors, Armand Duplantis, figure-toi, Thierry, c'est un compatriote à toi à moitié parce que il est d'origine américaine. Et le Duplantis, c'est un nom français de Louisiane. C'est assez marrant. Donc, c'est quand même un descendant des Français. Ça met un petit peu de baume au cœur. Donc, Armand Duplantis, finalement, on te bade. T'es un cousin. C'est pas seulement une escroquerie, cette histoire de nom. Ça vient quand même un peu de quelque part. D'accord. L'autre truc qui
qui a animé la Planète Sport ce week-end. C'était un super championnat du monde des poids lourds là, entre Tyson Fury, qu'on appelle le Gypsy King, qui est d'origine irlandaise, et le Bronze Bomber qui s'appelle, alors le prénom j'y arrive pas, mais Wilder en tout cas, ou Wilder en américain. Donc Tyson Fury a littéralement défoncé ce pauvre Wilder. Il l'a complètement furisé. Et pour la petite histoire, pourquoi je parle de ce truc-là? Parce que Tyson Fury, c'est un gitan anglais d'origine, c'est pour ça qu'il s'appelle le Gypsy King. Ça s'appelle les travelers en fait, les gars qui vivent en caravane, c'est ça qu'on appelle nous les gens du voyage en France. C'est vraiment de cette origine-là. Et il y avait chez les Gallois aussi un pilier qui s'appelait Samson Lee, qui a eu pas mal de sélections, qui était du même genre de communauté comme origine. Toute cette histoire m'a fait penser à ce film assez marrant que j'avais vu, dans lequel on a un gars, un gitan, gens du voyage anglais, qui est Brad Pitt et qui est un roi de la baston. Ça s'appelle Snatch. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Le mec, il aligne pas 3 mots, mais par contre, il aligne les droites à n'en plus finir. Et voilà, j'aime bien cette histoire de voir des mecs comme ça, un peu cabossés par la vie. Il y en a un qui finit sur le ring. Il y avait un pilier gallois qui finit avec 15 ou 20 sélections en équipe nationale. Et puis tout ça, ils ont... Comme l'était Django Reinhardt à la grande époque et tout ça, ils gardent une culture hyper puissante de leur mode de vie. Ils ont besoin de temps en temps de retourner chez eux, de vivre dans une caravane pendant 15 jours parce qu'ils sont hyper marqués par cette culture-là. Voilà, c'est des gens dont on parle pas beaucoup, donc je trouve ça sympa quand ils sont sur le haut du podium. Et si vous avez vu ce film en VO et vous avez pas compris Brad Pitt, c'est complètement normal, parce que moi, en tant qu'Américain, il parlait avec un accent traveler. C'est normal. Personne comprenait. C'était formidable. Ok les gars, je pense que c'est l'heure de finir notre épisode. Franchement, j'ai passé un très très bon moment avec vous. Pareil. Ah bah c'était génial. J'espère que tous nos chers écouteurs ont été faire traîner leurs oreilles sur notre épisode bonus pour le Sevens, qui était en plus avec du live, des interviews. Enfin, c'était absolument génial complet. Comme réalisation, vraiment top. Et aujourd'hui, je crois les gars que c'était notre 15e épisode. Je pense que c'est un chiffre clé pour le rugby. Hein. Ouais, pour le 15, ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est un anniversaire. Ouais, bravo à nous. Et écoutez, vous revenez la semaine prochaine parce que nous allons avoir un autre épisode de bonus, donc cette fois-ci avec Charlie et Alban, que vous venez d'entendre, sur l'équipe de France féminine. Ouais, bien sûr, on est super content de vous parler un peu de l'équipe de France féminine, surtout avec une personne qui s'y connaît vachement mieux que nous, en la personne d'Alban. Oui, ravi de vous retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas en tout cas à commenter ce que vous écoutez, ce que vous ressentez pendant qu'on vous parle sur les réseaux sociaux, sur le Twitter, sur l'Instagram et tout. Et on sera très ravis de vous rencontrer avec Alban la semaine prochaine pour vous parler de tout ça. Exactement, et je pense que Théo va nous laisser quelques petits cadeaux sur le Facebook. Et n'hésitez pas de nous laisser des reviews sur iTunes ou Spotify ou Deezer, où vous nous retrouvez pour nous écouter. Les gars, super semaine cette semaine, et bonne semaine à vous. Et si les Français nous font le cadeau d'aller gagner à Murrayfield, une finale contre les Irlandais pour le Grand Slam avec cette génération-là, c'est vrai que là on va avoir du mal à se contenir. Déjà ce soir, Charlie t'étais limite, mais là ça va être, être borderline la fois d'après aussi. Si, alors ce match contre l'Irlande, il y a des chances que le podcast soit un peu... compliqué. un peu tendancieux, compliqué. Ouais, beaucoup de décibels. Allez les gars, merci beaucoup. Salut. Ciao, bonne nuit. Ciao TK, ciao Montéo, ciao, bonne nuit les copains. Ciao.